And the first point I want to get over to you is that the world is not like that at all, or let us be more polite. The world in which I live is not like that at all. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour cette conférence donnée lors du vernissage de l'exposition Lancer l'alerte, la parole est à Brigitte Gauthier, Inès Léraud, Paul François et Léonore Mauconduit. Nous sommes là parce que ça fait 60 ans qu'est sorti un livre qui s'appelle Printemps silencieux, que vous connaissez presque tous, j'imagine, de Rachel Carson, qui est donc considéré comme le livre qui, aux États-Unis, en Occident, a lancé le mouvement écologiste, rien que ça. Donc c'était il y a à peu près pile 60 ans. Donc nous, c'est le premier livre qu'on a publié aux éditions Wild Project, qu'on a ressorti. Il était plus disponible en France depuis 1974. Et donc, il avait été publié à l'époque, mais il avait été oublié, perdu. Ce qui avait été oublié, perdu avec ce livre, c'était aussi l'histoire de l'écologie politique, l'histoire intellectuelle de l'écologie, que Wild Project s'est donné pour mission depuis 15 ans de re-raconter, de réécrire, bien avant que l'écologie soit à la mode, bien avant qu'il y ait des rayons écologie en librairie. On a mené ce travail depuis donc 2008, ça fait maintenant 15 ans. On a publié une centaine de bouquins qui racontent l'écologie dans toute sa profondeur historique, avec des figures vachement plus connues encore vachement plus importantes encore que Jean Covici, Servigne, Aurélien Barraud, des gens comme Gary Snyder, Imani Shikinji, que personne ne connaît, mais qui sont en fait les fondateurs des pensées de l'écologie. Et c'est ça qu'on défend. Et donc, pour ces 60 ans, on a voulu évidemment rendre hommage à Rachel Carson. Donc, on a fait une édition spéciale anniversaire qui n'est plus disponible parce que tout a été vendu par la librairie Le Rideau Rouge. Donc, autour de cet anniversaire de Rachel Carson, comme il y a eu plein de presse dans Le Monde, Télérama, Arte, tout ça, on a été interpellé par la Maison du Livre à Bruxelles pour faire une exposition autour de Rachel Carson au départ. Mais mon collègue Marin Schaffner, ici présent, a dit non, pas Rachel Carson toute seule, un truc sur les lanceurs d'alerte et les lanceuses d'alerte en général. On en a plein dans le catalogue, on en a 4, il y en a 2 qui sont hyper célèbres, Rachel Carson, Vandana Shiva, il y en a 2 autres qui sont moins connus, Tanaka Shozo au Japon, fin 19e, et Daniel Pauly, océanologue franco-américain, complexe nationalité et d'identité, qui est un type extraordinaire. Et donc on va faire une expo autour de ces 4 figures-là. On a fait l'expo à Bruxelles, qu'on a inaugurée il y a un mois, et il y a un mois, Simon nous a appelés en nous disant « Cette expo, on la veut à la recyclerie ». On a dit ok, on va la réadapter, on va la refaire pour ce lieu-là. Et donc on est super content. On l'a découvert il y a 1 heure. On l'a faite, on l'a refaite. Et ici, ils l'ont magnifiquement produite, créée, accrochée en lien avec Disclose et la maison de lanceurs d'alerte qui ont financé tout ça. Et donc on est super heureux de l'avoir accrochée. Derrière moi, il y a des insectes déformés par de la radioactivité, fait par Cornelia Hesse-Honegger, une artiste dont on a publié un bouquin qui raconte sa vie, qui est aussi une lanceuse d'alerte puisqu'elle dessine des immenses aquarelles depuis 30 ans qui montrent l'impact du nucléaire sur des petits corps d'insectes entièrement déformés, des petites antennes de 1/4 de millimètre, mais enfin ça fait des vies différentes. Et donc voilà, c'est la 5e lanceuse d'alerte, on va dire. Et tout ça ne se serait pas fait sans tous les gens qui ont parlé avant, ceux qui vont parler après, et surtout mon collègue Marin qui a aussi des petits trucs à vous dire. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux pour parler d'un sujet comme celui-là. Lancer l'alerte, c'est toujours nécessaire, peut-être d'autant plus par les temps qui courent. Je voulais juste faire un petit cadrage un peu général et qui pourrait être bien entendu rediscuté par toutes les personnes qui s'exprimeront ce soir, mais vous dire comment les éditions Wild Project ont amené le sujet. Donc Baptiste l'a un petit peu expliqué, mais en effet, il nous semble que la question de lancer l'alerte, des lanceurs et des lanceuses d'alerte, elle est centrale. Elle traverse des tas d'actualités, d'informations qu'on peut avoir. C'est Edward Snowden, c'est Julian Assange, etc. Et en même temps, nous, depuis notre perspective, avec la centaine de livres qu'on a dans le catalogue, et puis du coup, cette connaissance fine qu'on a des pensées de l'écologie, de 150 ans d'histoire de l'écologie, on se rend compte qu'en fait, c'est lancer l'alerte, bien sûr, mais c'est peut-être un peu plus que ça. Que peut-être que cette question de lancer l'alerte, elle mérite d'être discutée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement lancer l'alerte ? Puis que souvent, lancer l'alerte, c'est quand on est pris ou prise à l'intérieur d'un système et qu'on le dénonce, mais qu'il y a des tas d'autres manières d'alerter l'attention sur des choses qui se passent. Et c'est pour ça qu'on a essayé de dire que peut-être qu'un autre mot, une autre idée pouvait nous aider à accompagner cette question de lancer l'alerte. C'était celle des sentinelles de l'écologie. Et qu'est-ce que ça voudrait dire que toutes et tous ici présents,
on occupe cette posture, ce rôle de sentinelle? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport au système dans lequel on vit? Et bon, si on est là ce soir, globalement, c'est que ça nous fait déjà réfléchir. Mais on avait envie, donc c'est la chose que vous pourrez retrouver aussi à l'étage, de réfléchir à cette idée de se dire, mais les habitantes et les habitants, les citoyens et les citoyennes de partout sur la planète, c'est quoi leur rôle? Est-ce que c'est juste lancer l'alerte ou est-ce qu'il y a aussi un rôle de sentinelle? Et sentinelle, pour le dire dans la perspective que nous, on a voulu porter, c'est une sentinelle, pour essayer de le définir, à ma manière certes, mais c'est une personne qui à la fois surveille, donc elle est là, elle connaît ce dont elle parle et elle le surveille, mais aussi elle veille sur, elle en prend soin. Elle ne fait pas que lancer l'alerte, parce qu'on peut dire « Ah, là, ça va mal », mais en même temps qu'on dit « Là, ça va mal », peut-être que c'est aussi important de prendre soin de la chose qu'on dit qu'elle va mal, faire en sorte qu'elle aille mieux. Et en tout cas, l'écologie, c'est ce qu'on retraverse aussi avec cette exposition, c'est exactement ce qu'elle nous montre finalement sur ces 150 ans, c'est qu'on peut à la fois annoncer, dénoncer, mais en même temps prendre soin. Et donc on avait envie de mettre en discussion ces deux grandes dynamiques qui nous semblaient retraverser notre catalogue et retraverser l'histoire de l'écologie. Et puis je donne la parole avec grand plaisir à la Maison des lanceurs d'alerte qui pourra vous parler mieux que moi de ce que c'est exactement que lancer l'alerte. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents, aussi nombreux et nombreuses. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir ce soir. Et c'est vraiment surtout un plaisir d'accueillir cette exposition, de la voir enfin entre les murs de la recyclerie, d'avoir collaboré aussi fluidement avec à la fois les éditions Wild Project, à la fois avec Disclose, à la fois avec la recyclerie. C'était vraiment très très important pour nous de pouvoir montrer, rendre visible et mieux faire connaître ce lien entre alerte et écologie, qui permet de montrer l'importance des lanceurs d'alerte aujourd'hui, leur rôle qui est fondamental dans les crises qu'on traverse, et la diversité en fait des sujets que l'alerte éthique, l'alerte d'intérêt général permet de traiter, et son actualité par les temps qui courent, pour le dire comme ça. Donc on est vraiment, vraiment ravis de cette collaboration, on est ravis de voir cette exposition. On va vous présenter en quelques mots ce que fait la Maison des lanceurs d'alerte. Je vais passer pour ça la parole à mes collègues qui sont juste à côté de moi. Et à nouveau, bonne exposition, bonne visite et bonne conférence. Bien, bonsoir à tous. Très rapidement, donc moi je suis Nadège Buquet, je suis l'une des coprésidentes de la Maison des lanceurs d'alerte. Et par ailleurs, je représente aussi l'association Transparency International France, puisque finalement la Maison des lanceurs d'alerte, c'est une agrégation, une fédération de quantité d'associations, de syndicats, qui se sont tous collégialement, et toujours un peu plus nombreux encore, mobilisés sur un objectif qui est la protection des lanceurs d'alerte. Donc cette protection, on essaye de l'assurer par des biais différents. Un accompagnement tout d'abord, donc un accompagnement juridique. Donc c'est un travail qui se fait de façon très discrète, évidemment, au plus près des personnes concernées, des personnes qui ont véritablement besoin de ce soutien, puisqu'on ne recommandera jamais assez de ne jamais partir vers une alerte tout seul, sans être accompagné soit par une association, soit par un conseil. C'est vraiment essentiel. Et du coup, nous apportons tous nos compétences, soit en droit, soit en lutte anticorruption, soit en maîtrise aussi du droit du travail, par exemple. Et ce qui était important de vous signifier ce soir, c'est que notre travail est bien souvent extrêmement discret, encore une fois, alors même que cette problématique de l'alerte est, on le voit, une problématique qui intéresse le plus grand monde, parce qu'on a tous des exemples en tête, et des exemples systématiquement cruels. Mais il faut bien imaginer combien être auprès de ces personnes, c'est une tâche extrêmement précise, minutieuse, essentielle. Et la Maison des lanceurs d'alerte, vous avez à peu près la moitié de l'effectif qui est là. Voilà, pour l'ensemble des lanceurs d'alerte que nous rêverions de pouvoir accompagner. Donc vous imaginez bien combien nous avons encore une marge essentielle de développement. Voilà, ça passe aussi par la mobilisation citoyenne notamment. Donc le message est passé. Juste très rapidement, parmi nos missions, donc l'accompagnement, qu'il soit juridique, médiatique, psychologique, mais aussi une mission de plaidoyer, puisqu'on parlait tout à l'heure d'une dimension tout à fait historique, de se retourner vers ceux qui ont commencé à lancer l'alerte. Mais aujourd'hui, ça reste cruellement un sujet d'actualité, puisque vous le savez, et vous l'avez vu encore très récemment, les différents dispositifs ne cessent d'évoluer, ne cessent
de se parfaire peut-être sans être encore véritablement en capacité de garantir véritablement la protection de ces personnes qui s'exposent dans l'intérêt général. Donc l'une de nos missions véritablement est d'être toujours plus mobilisés auprès des décideurs publics, auprès des membres du gouvernement, auprès des parlementaires, pour leur faire comprendre l'urgence de l'enjeu et l'urgence à venir véritablement proposer des dispositifs de protection toujours plus efficaces. Donc je laisse l'une de celles qui est le plus concrètement à la manœuvre dans cet exercice la parole à Pauline. Merci. Merci beaucoup Nadège. Donc oui, moi je m'appelle Pauline Delmas, je suis juriste et chargée de plaidoyer au sein de la Maison des lanceurs d'alerte. Ça veut dire que mon travail au quotidien, c'est à la fois de s'occuper de la permanence juridique, parce que tous les jours on reçoit des signalements de personnes qui sont dans des parcours d'alerte, et de m'occuper du plaidoyer, c'est-à-dire de travailler, d'œuvrer au quotidien pour avoir une meilleure protection des lanceurs d'alerte et un traitement des alertes. Et je suis vraiment ravie qu'on fasse cette exposition ici sur ce thème de l'écologie, parce que c'est vraiment un des points qui permet le mieux d'illustrer l'intérêt de l'alerte en droit. Parce qu'un lanceur d'alerte en droit français, c'est pas juste quelqu'un qui dénonce un crime ou un délit, c'est pas juste de la délation ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il y a un côté un peu politique derrière la notion de lanceur d'alerte, parce que ce qu'on va dénoncer à travers une alerte, ça peut être des choses qui sont parfaitement légales, mais qui posent problème aussi. Et ça se voit beaucoup en matière écologique. On a encore des seuils qui sont parfaitement légaux, mais qui posent des dangers pour la santé. On a encore des problèmes avec les pesticides. On a encore beaucoup de choses à faire travailler, à faire évoluer avec une mobilisation citoyenne. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne aussi au quotidien grâce aux lanceurs d'alerte qui prennent des risques inconsidérés. Et on essaye de faire en sorte à la permanence juridique que ces risques soient justement moins inconsidérés, parce que les personnes qui vont prendre le plus de risques pour faire changer les choses ne devraient pas avoir à subir des représailles qui vont leur poser d'énormes problèmes dans la vie. Et le travail de la permanence, c'est vraiment de faire en sorte que les choses évoluent sur ce point-là. Donc merci beaucoup de nous accueillir et de nous permettre d'exercer notre mission aussi. Bonsoir, moi c'est Geoffrey Wolzy, je suis cofondateur du média d'investigation Disclose. Nous, quand la Maison des lanceurs d'alerte est venue vers nous pour nous proposer d'être partenaire de cette exposition, ça a été un oui direct et franc. C'est aussi un moment émouvant, si on veut, pour Disclose, parce que c'est nos 4 ans. On s'en rend pas compte, mais ce mois-ci, c'est 4 ans de Disclose, et c'est aussi notre première exposition pour Disclose où on participe et on organise une exposition, donc c'est tout nouveau pour nous et on était content de le faire sur ce sujet que sont les lanceurs d'alerte, encore plus sur l'environnement, parce que Disclose, depuis 4 ans, a reçu énormément d'informations sur différents sujets, des ventes d'armes à l'écologie, sur les questions aussi de pédophilie dans le sport, de plein d'enquêtes qu'on a menées, qui sont venues, des informations qui sont venues de lanceurs d'alerte, qui, avec une grande chance, n'ont pas eu à se dévoiler, sont toujours actuellement protégés, n'ont pas été retrouvés malgré les recherches qui ont été lancées, parce que Disclose a été plusieurs fois attaqué, poursuivi pour ses révélations par l'État, notamment sur les ventes d'armes, et sur l'écologie, parce que depuis plusieurs années, Disclose fait des enquêtes sur cette question, sur les questions de pollution environnementale. C'était le cas avec Inès Léraud sur Inès Léraud, j'ai eu un doute. Sur Lactalis et les pollutions industrielles de Lactalis. Ça l'est aussi quand on travaille sur la déforestation en Amazonie. Ça l'est sur plein d'autres sujets qu'on est amené à Disclose à traiter. Et donc, ça nous semblait normal sur ce sujet-là que Disclose soit partenaire, parce que c'est par les lanceurs d'alerte, la plupart du temps, que sortent les scandales environnementaux, que les journalistes peuvent travailler. Et c'est vrai que sans eux, on n'est pas grand-chose, parce que c'est eux qui nous permettent d'accéder à des documents, des informations. Il y a ceux qui lancent l'alerte en racontant, en enquêtant, comme Rachel Carlson, qui vont écrire des livres, et il y a ceux qui vont le faire anonymement, qui vont être choqués, qui vont estimer qu'il est d'intérêt public de faire sortir ces informations-là. Et des médias comme Disclose, d'investigation, sont là aussi pour recevoir ces alertes. Et je vais passer la parole à mon collègue et cofondateur qui vous parlera un peu plus de Disclose et de notre travail. Merci Geoffrey.
Et effectivement, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas malheureusement encore Disclose là dans la salle. Effectivement, comme disait Geoffrey, on est un petit média, on est même une association. On s'est créé il y a 4 ans, fin 2018, début 2019, on s'est lancé sur un crowdfunding avec pas un sou. Donc on était 2 et une équipe de journalistes, dont Inès Léraud et d'autres dans la salle, qui nous ont aidés à lancer ce projet, qui était un projet de médias d'investigation capable d'enquêter sur des sujets très variés, comme le disait Geoffrey, mais sur un temps long, avec des équipes de plusieurs journalistes, sans être pris dans le flux de l'actualité et des médias, créer en fait nos actualités par l'enquête, ce qu'on essaie et ce qu'on fait depuis 4 ans. On l'a fait récemment hier, on a publié une enquête sur Ikea et ses liens avec des fournisseurs en Biélorussie qui travaillent dans des prisons de la dictature biélorusse et qui font travailler des prisonniers politiques pour fournir des matières premières, voire des meubles aux géants suédois de l'ameublement. On l'a fait avec la pétrolière Perenco la semaine précédente et on a mis au jour des liens de la ministre de la Transition écologique avec cette pétrolière via une société familiale et via son père, son papa, qui était directeur général de l'entreprise. Bref, Disclose du coup 4 ans, une petite association, une petite équipe qui travaille avec des journalistes indépendants un peu partout en France, qui font remonter l'info, qui sont au contact des lanceurs d'alerte justement. Et on travaille aussi à aider les citoyens, vous aider tous à vous-même vous emparer de l'information, à chercher l'information pour finalement devenir vous-même des lanceurs d'alerte ou, nous on aime à dire, des lanceurs d'enquête. Donc par exemple, sur le stand de Politis, vous trouverez un petit guide du lanceur d'enquête avec des méthodes pour chercher l'information, la vérifier sur Internet, parce qu'Internet est une mine d'informations, obtenir des documents administratifs publics, parce que c'est un droit qu'on a d'avoir accès aux documents administratifs, tout un chacun, tous les citoyens, toutes les citoyennes. Donc tout ça, c'est dans ce petit guide que vous trouverez là-bas, qui est gratuit, donc vous pouvez vous servir. Ça vous permettra de fouiller sur n'importe quoi, des pollueurs, des entreprises, des élus qui vous paraissent corrompus à côté de chez vous. Il y a plein de choses à faire. Pourquoi pas nous transmettre les informations une fois que vous aurez soulevé quelque chose. Et puis vous dire aussi que vous pouvez vous inscrire à notre newsletter dans laquelle vous aurez les coulisses de nos enquêtes en exclu, mais tout un tas de choses sur la vie de cette organisation qui n'est pas un média traditionnel pour ceux qui l'ont déjà repéré. Et bien sûr, si vous avez la possibilité de faire un petit don à notre association, on en serait ravis. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Anne-Sophie Novelle. Je suis aussi membre de Disclose. Et j'ai aussi travaillé sur un guide du lanceur d'enquête sur l'environnement qui sera publié en janvier prochain. Donc, vous pourrez en reparler à la fin de cette conférence, mais j'étais très contente de faire ce travail parce que ça fait plus de 15 ans que j'exerce en tant que journaliste freelance sur ces questions d'écologie. Je suis devenue journaliste pour parler de ça. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, ça commence à frémir un peu, qu'il y a une urgence qui ne cesse de s'accroître et que la conversation de ce soir est essentielle et qu'on ne doit pas lâcher. Donc ça a été rappelé, il y a 60 ans, une biologiste américaine plutôt spécialisée sur les questions de vie marine commence à se rendre compte qu'on utilise un pesticide issu de la Deuxième Guerre mondiale pour lutter contre des fourmis du feu. On en fait des épandages massifs et elle se rend compte que ça a des effets sur l'environnement, sur les insectes, et donc elle commence à alerter. Et en disant, plutôt que de parler de pesticides, il serait important qu'on parle de biocides. Et elle alerte aussi sur la désinformation qui existe, sur la propagande fabriquée par les lobbies pétrochimiques industriels et la connivence que l'on peut retrouver aussi au sein des pouvoirs publics. On est il y a 60 ans en arrière. C'est une femme, une biologiste, qui ose prendre la parole pour dénoncer quelque chose qu'elle trouve nocif, dangereux, déraisonnable au possible. Et on lui a connu après le succès d'édition quand le livre est sorti, alors qu'elle était déjà souffrante elle-même d'un cancer, et après le succès posthume qu'on lui a connu. Et en fait, ce livre, ça a été rappelé par Baptiste, a marqué quand même les débuts de l'écologie politique, qui est absolument nécessaire et essentielle aujourd'hui pour continuer à dénoncer les dysfonctionnements nombreux de nos sociétés de contrôle, sociétés industrielles et complètement mondialisées.
Voilà. Donc, lancer l'alerte, ça a été rappelé par nos amis de la Maison des lanceurs d'alerte, c'est signaler les faits qui importent gravement atteinte à l'intérêt général. Alors, au-dessus de vous, vous avez quelques portraits, dont celui de Rachel Carson, Vandana Shiva, je pense ici c'est Snowden, je ne me trompe pas. Ah, Daniel Pauly, mais j'avais un petit doute, donc du coup, je préfère poser la question. On pourrait citer Irène Frachon, en France, qui a dénoncé le scandale du Mediator, Edward Snowden aussi sur la surveillance d'Internet, Antoine Deltour sur les LuxLeaks, France Hogan plus récemment sur les Facebook Files, ou encore Daniel Ibanez sur la ligne Lyon-Turin. Enfin voilà, il y a plein de noms comme ça que vous retrouverez dans les publications qui sont mises ici en avant ce soir. Et là où on pourrait voir en fait des contre-pouvoirs indispensables au fonctionnement démocratique, d'autres y voient un danger pour la sécurité des nations. Et c'est bien là le débat et les rapports de force qui sont en jeu aujourd'hui. Donc je suis vraiment contente d'être là ce soir pour animer cet échange avec 4 invités de choix, dont 2 qui sont en cours de route. Donc je vais tout de suite inviter Brigitte Gauthier, qui est donc présidente et fondatrice de l'association L214, que vous connaissez, j'en suis certaine, vous pouvez applaudir. Et Inès Leroux, consoeur, journaliste, membre de Disclose également, mais qui travaille pour plein de médias très différents, et autrice de la BD très connue sur les algues vertes. Voilà, prenez place. Et donc sont en route Léonore Monconduit, la maire de Poitiers, et Paul François, que vous devez connaître aussi pour le combat qu'il a mené contre Monsanto. Ils vont être là pour parler un petit peu de comment ils ont fait pour lancer l'alerte à leur niveau. Donc je voulais commencer avec toi, Brigitte, parce que L214, donc vous êtes une association qui lance des alertes, mais qui relaie aussi des lanceuses et des lanceurs d'alerte. Vous faites ça depuis de nombreuses années maintenant, et je voulais savoir déjà que tu nous expliques un petit peu dans l'histoire de L214, comment ça a évolué pour vous, et les obstacles que tu identifies aujourd'hui dans votre façon de procéder. Merci pour l'invitation, merci pour cette superbe exposition, et puis pour cette thématique sur la question des lanceuses et des lanceurs d'alerte. Donc L214, c'est une association aujourd'hui qui a 14 ans. Donc ça commence à faire un moment, mais on avait commencé un petit peu avant. Les premières enquêtes qu'on a faites, en fait, c'est pour montrer ce qui se passait ici, aujourd'hui et maintenant. Parce que, bravement, nous, on était un petit collectif de personnes qui remettent en cause le fait de considérer les animaux comme de la nourriture. Et donc, on voulait montrer concrètement la façon dont on traite les animaux. À l'époque, on a commencé par une petite partie, puisque quand on distribuait des tracts, les gens nous disaient « Oui, mais ce que vous nous montrez, enfin ce que vous décrivez là, c'est aux États-Unis, c'est dans les pays de l'Est, c'était il y a 50 ans, mais en France, nous, on ne fait pas du tout comme ça. Ça, vraiment, c'est des trucs qu'on ne voit pas chez nous. » Donc, on a commencé par montrer ce qu'était la production de foie gras. Et à l'époque, pour montrer ces images, il suffisait d'aller se promener dans le Gers, dans les Landes. Et puis, les portes s'ouvraient finalement assez facilement, puisqu'il n'y avait pas d'images qui circulaient de la façon dont on élève, qu'on transporte, qu'on tue les animaux, qu'ils soient élevés ou pêchés. Bonsoir Léonore et Paul. Et Paul arrive aussi. Prenez place tous les deux. Donc au départ, j'ai envie de dire, c'était simple de pouvoir avoir des témoignages et de filmer directement. Alors au départ, c'était avec le caméscope familial. Et puis au fur et à mesure, tout de suite, l'association a eu pas mal de soutien. Donc on a grandi en même temps que les freins en fait, sont arrivés les uns derrière les autres. Notre première assignation en justice nous avait tout drôle, en se disant mais qu'est-ce qu'on a fait qu'il ne fallait pas faire. C'était pour des élevages de lapins, où on montrait justement les lapins dans les cages. On avait des images de mise à mort de ces lapins avec des coups sur la tête. On avait ce qu'ils appellent l'équilibrage des nids, c'est-à-dire quand ils trient les lapros, ils ne les gardent pas tous, donc ils les assomment sommairement sur le rebord d'une caisse et puis ils les mettent dans les poubelles. Donc voilà, première assignation, parce que nous, on était un peu transparents sur la façon dont on pouvait obtenir les images. Donc on a appris que non, il ne fallait pas forcément dire la façon dont on obtient les images. Donc on a eu plusieurs comme ça, assignations en justice, les unes derrière les autres. Globalement, on remporte plutôt les procès,
ce qui est une chance parce qu'il y a certains procès quand même qui nous font peur. S'ils arrivaient au bout, ça voudrait dire que la justice considère que finalement, montrer ce qui se passe derrière des murs clos qui relèvent de l'intérêt général, qui relèvent du bien commun, enfin de savoir de quelle façon est produite notre nourriture, entre guillemets, ça nous semblait vraiment important. Les vidéos dans les abattoirs et tout ça, on ne pourrait pas les sortir s'il fallait, comme on l'a vu dans certaines décisions de justice, que les exploitants aient donné leur accord. Imaginez un peu. Donc voilà. Après, on a vu que on commençait à déranger au niveau de l'État. On a commencé à avoir des messages qui circulaient sur comment, finalement, l'État avait deux façons de réagir par rapport à l'alerte qu'on lançait par rapport à la condition animale. Soit il traitait le sujet, et donc il agissait de façon à ce que les animaux aient des conditions différentes, soit il étouffait l'alerte. Bon, sans surprise, le choix a été fait plutôt d'essayer d'étouffer l'alerte. Et donc là, on a vu arriver notamment en 2019 Déméter, la cellule Déméter, la convention passée entre ministère de l'Intérieur, gendarmerie nationale, FNSEA, le principal syndicat agricole, enfin le plus important et celui qui défend le productivisme et le modèle majoritaire actuel qui est un modèle intensif, et puis les jeunes agriculteurs. Et là, c'était vraiment d'essayer de mettre sous surveillance, mettre du suivi sur les personnes, organisations qui dénoncent un modèle agricole qui atteint à la condition animale et qui atteint à l'environnement. Et donc la question des pesticides, etc., etc. Voilà, on l'a attaqué en justice. On a obtenu que le suivi ne fasse plus partie de ces missions, mais c'est en appel. L'État a fait appel. Voilà, on a vu aussi des missions d'information sur les entraves aux activités légales qui sont portées par certains députés pour, là aussi, essayer d'étouffer l'alerte. Et puis, dernièrement, vous en avez peut-être entendu parler de l'amendement anti-L214 porté par Marc Le Fur, qui vise à essayer de faire que les adhérents d'organisations qui se sont rendus coupables d'intrusion dans des élevages ou des bâtiments industriels ne puissent plus bénéficier de réduction d'impôts. Et on sait qu'il va être présenté là dans une semaine. En fait, il revient. Donc là aussi, on a des informations. Voilà, il revient présenté dans le projet de loi de finances. Donc voilà, il y a vraiment une volonté d'essayer de couper financièrement d'un côté, et puis il y a aussi des grandes entreprises de dénigrement. L214 est dépeinte par ses détracteurs comme une association qui serait violente, qui serait contre les éleveurs, qui serait anti-tout, etc. L214, c'est une association pacifiste et qui défend une idée de communauté qui soit élargie au-delà des êtres humains, qui montre par des preuves, qui se rend compte le monde dans lequel elle est, qui propose des choses pragmatiques comme la fin de l'élevage intensif, une diminution de notre consommation de viande, mais qui nous invite à rêver d'un monde où vraiment on cohabite avec les autres animaux plutôt que les considérer comme des ressources à notre disposition. Et ça fait de nous des extrémistes. Merci Brigitte pour ce premier petit aperçu. Je ne suis pas sûre que tu l'aies mentionné, mais quand on a préparé cet échange, tu me disais aussi qu'il y avait une forme d'ostracisation. On vous exclut aussi. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler aussi. Ça faisait partie de la liste aussi qu'on a identifiée toutes les deux. Oui. Alors, on a lancé beaucoup d'alertes, notamment beaucoup d'alertes sur la question des abattoirs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'abattoir d'Alès 2015, on y voit des chevaux, des bovins, des cochons, des moutons qui sont abattus, tués dans cet abattoir. On a montré ensuite le Vigan et là il y a un député qui s'est saisi de la question et qui a lancé une commission d'enquête sur les abattoirs. Il a fait ses travaux pendant 6 mois, il a fait une proposition de loi dans laquelle figurait un comité national d'éthique des abattoirs. La loi n'est pas allée jusqu'au bout, mais le gouvernement a décidé de créer cette entité. Donc directement issue de l'alerte donnée par L214. Donc quand cette unité se crée, nous, on demande à y rentrer.
à dire, puisque c'est un comité, comme il y a des ONG qui sont dedans, des professionnels, des agents de l'État, est-ce que nous, s'il vous plaît, on peut rentrer? Et là, on a eu une fin de non-recevoir. Non, vous ne rentrez pas. Et la raison donnée, c'est que les industriels, les professionnels de l'agroalimentaire, les syndicats, ne veulent absolument pas que L214 soit présente dans ces instances-là. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais reçu de courrier à toutes les sollicitations qu'on a envoyées vers le ministère de l'Agriculture. Nous n'avons jamais eu de réponse. C'est-à-dire qu'on est complètement ignoré, mis sur le côté par rapport au gouvernement. Merci pour cette précision. Je voulais passer la parole à Inès maintenant dans ce premier tour de table où j'ai demandé à chacun et chacune de revenir sur son histoire de lanceur et lanceuse d'alerte et de revenir aussi sur ces principaux obstacles que vous rencontrez. Donc toi Inès, tu exerces depuis 2008, tu es spécialisée du coup sur ces enquêtes sur les questions écologiques et sociales. Et depuis 2011 particulièrement, tu t'intéresses aux questions d'agriculture et d'agroalimentaire, notamment en Bretagne. Tu as publié, tu as ce journal breton Fabrique du silence sur France Culture, qui a gagné des nombreux prix. Les pieds sur terre. L'émission Les pieds sur terre, et surtout cette BD Algues vertes aussi, qui a été très saluée. Algues vertes, l'histoire interdite. Je trouvais ça intéressant. Fabrique du silence, histoire interdite. Et donc, je voulais qu'on revienne avec toi justement sur ce chemin qui a été le tien et sur les menaces que tu as identifiées, sur les procès aussi en diffamation que l'on t'a intentés, et puis sur les derniers déroulements de ces derniers mois dont on a pu déjà un peu parler. Je ne sais pas par quel bout commencer, je ne sais pas si je raconte plutôt mon histoire personnelle ou en fait le fait que depuis 1 an, on a identifié avec d'autres collègues journalistes, plutôt femmes. On est une petite dizaine. On a identifié que en fait, les journalistes qui travaillaient au long cours sur les questions agricoles et agroalimentaires et qui s'étaient spécialisés sur ces questions, on faisait le constat que c'était des femmes précaires, pigistes, et qui vivaient sur leur terrain d'enquête et qui subissaient différentes formes de violence et d'agression. Je pense notamment à ma collègue Morgane Large, dont vous avez dû entendre parler, qui vit, je vis pas très loin de chez elle maintenant, en Centre-Bretagne. Elle travaille depuis très longtemps en Centre-Bretagne pour une petite radio locale. Et suite à une enquête qu'elle avait faite sur le financement de 100 nouveaux poulaillers industriels par la région Bretagne, en Bretagne et parfois dans des bassins à algues vertes, où on sait que la production de lisier, de déjection animale dans ces zones très sensibles, dans ces zones environnementales sensibles, est problématique, où il faudrait au contraire réduire la pression animale. Les poulaillers étaient au contraire subventionnés, poussés à être créés. C'était des poulaillers de plusieurs dizaines de milliers d'animaux. Elle a donc enquêté sur ces poulaillers pour le journal Reporter. Elle a témoigné de cette enquête dans un film qui s'appelle Bretagne, une terre sacrifiée sur France 5. Et à la suite de ce simple témoignage, elle a eu une série de pressions. Son chien a été empoisonné. Elle a découvert une roue de ses voitures déboulonnée alors qu'elle avait roulé sur la 4 voies avec cette voiture. Les portes de sa radio ont été forcées. Les clôtures de ses bêtes, parce qu'elle a des animaux, étaient ouvertes, etc. Donc, il y a l'histoire de Morgane. Il y a aussi Hélène Servel, qui est aussi journaliste indépendante, qui travaille un peu pour Bastamag et pour Reporter, du côté d'Avignon, sur la production, les zones intensives de production maraîchère. Et elle travaille sur l'emploi de main-d'œuvre migrante. Elle a travaillé comme fixeuse pour Envoyé spécial. Et pendant ce tournage, il y a un agriculteur au volant d'un pick-up qui employait beaucoup de main-d'œuvre dans des conditions un peu dégradantes, qui a foncé sur l'équipe de tournage et qui s'est arrêté à quelques millimètres d'eux alors qu'ils étaient en train de filmer. Donc tout a été filmé. Ça montre aussi l'impunité de ces personnes, puisque là, il a osé faire ça alors que toutes les preuves étaient en train d'être... il était filmé, quoi. Et puis il y a Marianne Carfridin qui vit du côté de Nantes et qui travaille pour Disclose notamment, et qui a été poursuivie pour un très bon film sur la FNSEA qu'elle a fait, poursuivie par la FNSEA. Bon, puis il y a d'autres personnes, mais tout ça pour dire qu'en ce moment, avec ces personnes, on a monté un collectif, on essaie un peu de recenser en fait les difficultés qu'on a pour mener nos enquêtes, en dehors du fait qu'on est pour la plupart précaires, et dans les difficultés qu'on a, il y a des difficultés déjà avec les médias, en fait, qu'il faut mettre en lumière. Souvent, moi, c'est moins mon cas, mais je parle aussi en leur nom. On travaille donc
sur des terrains d'enquête, parfois pour des médias locaux. Et en fait, les médias nationaux peuvent employer mes collègues comme Hélène Servel ou Morgane Larche comme fixeuse ou comme transmetteuse d'infos. Et en fait, par exemple, Morgane, quand elle a témoigné pour France 5, elle s'est retrouvée avec ces pressions très importantes dont je vous parlais et à avoir aucun soutien quand elle a porté plainte pour mise en danger de sa vie, pour atteinte à sa liberté d'expression. Elle n'a pas eu de soutien du média national qui lui avait demandé de témoigner, quoi. Ou Hélène Servel, qui mène ce terrain d'enquête depuis très longtemps du côté d'Avignon, elle est juste employée comme fixeuse pour 2-3 jours par des médias nationaux. Et souvent, elles ont du mal en fait à proposer leurs sujets qui ont pourtant une valeur d'information très très importante, quoi. Et aussi, on a toutes des pressions en fait directement des industriels de l'agroalimentaire, qui sont des pressions encore plus importantes que les difficultés qu'on a à travailler dans certains médias nationaux. C'est-à-dire que moi, donc, j'ai eu des procès en diffamation. Enfin, j'en ai eu 2. L'un pour un article que j'avais fait pour Bastamag, l'autre pour la bande dessinée. Et donc, c'est des procès très longs. En tant que journaliste indépendant, en plus, on n'est pas payé pendant qu'on se défend, parce qu'on n'a pas de rédaction. Donc, quand on ne travaille pas, on n'est pas payé. Les instructions, enfin, pour l'album notamment, c'était une instruction de 18... Enfin, pas l'instruction, mais le temps de défense était de 18 mois avant l'audience. Et puis finalement, l'industriel, qui était un lobbyiste, qui travaillait au service de l'industrie agroalimentaire, s'est désisté quelques jours avant l'audience. Donc c'est vraiment des formes de procès bâillons qui font après réfléchir à plusieurs fois avant de se relancer dans une enquête, et puis qui incite un peu au silence, parce que c'est vrai que ça fait peur à tous les autres journalistes, notamment de la presse locale, de s'attaquer à ce genre de sujet. On peut voir que, peut-être que le système judiciaire a quelques faiblesses, c'est-à-dire que quand les industriels comme ça se désistent de leurs plaintes au dernier moment, on a le petit média par exemple Bastamag pour lequel je travaillais, il avait payé un avocat, ça lui avait coûté cher, et puis il a aucun moyen de se faire indemniser. Enfin, il pourrait faire un recours pour je me souviens plus d'une instruction. Non, c'est-à-dire que la plainte était ou dédommagement d'une plainte qui n'était pas vraiment sérieuse. Et en fait, ça lui demande. Les dédommagements qu'on peut espérer sont assez faibles, d'une hauteur d'environ 1 000 €, alors que ça demanderait des nouveaux frais judiciaires pour se défendre dans ce genre de procédure. Donc ils ont laissé tomber. Et puis Morgane, par exemple, qui a porté plainte, le dossier judiciaire est au point mort complètement. Et Hélène Servel, qui travaillait donc comme fixeuse pour envoyé spécial, elle carrément en fait. La gendarmerie l'a incité à ne pas porter plainte parce qu'ils lui ont dit voilà, il y a déjà les 2 journalistes d'envoyé spécial qui portent plainte, vous étiez que fixeuse, donc c'est pas la peine. Et puis l'agriculteur qui les a agressés, qui était filmé, en fait, il y a eu un non-lieu, quoi. Voilà, il y a pas eu il a juste eu un rappel à la loi. Donc, du coup, intimidation, des procédures qui sont longues, éprouvantes, qui coûtent en temps, qui coûtent en argent, qui joue sur une guerre d'usure, en fait. Voilà, il faut le rappeler, il y a un rapport de Reporters sans frontières publié il y a 2-3 ans, je crois, qui rappelait dans le monde, en fait, le nombre de journalistes spécialisés sur ces questions d'environnement qui meurent sur le terrain dans le cadre de leurs enquêtes. Le Daphne Project était aussi fait avec Forbidden Stories pour faire suite, en fait, à ces enquêtes durant lesquelles des journalistes sont morts. Et on le sait, investiguer en local reste encore dangereux. Et c'est vrai que la Bretagne, nous avait un terrain particulièrement illustratif. Mais comme tu l'as souligné, ça se passe aussi ailleurs. Quand on parle avec des journalistes de Médiacité, ils disent en plus qu'au sein de la profession, les enquêtes qui parfois sortent ne sont pas forcément relayées par les confrères, parce que trop de connivence aussi avec certains lobbies qui financent certains médias locaux. Je crois qu'en Bretagne, vous avez quand même réussi à monter petit frère de Disclose. Grâce à Disclose, on a réussi à monter avec différents journalistes de la presse régionale bretonne un média qui a copié tous les statuts de Disclose, etc., et même son logo, qui s'appelle Splend. Donc un média qui, comme Disclose, est financé que par des citoyens, par aucune publicité, aucun fonds d'entreprise. Et effectivement, en fait, ce média est né du constat que c'était extrêmement difficile de travailler. Je parlais de la presse nationale tout à l'heure, mais c'est aussi très difficile de travailler pour la presse locale sur ces sujets, de mener des enquêtes, parce que la presse locale vit des publicités des industriels de l'agroalimentaire et a peur de perdre en fait, de perdre en fait cet argent et de mettre en question sa survie, quoi. Et on voit aujourd'hui avec Splend que c'est en effet très compliqué d'être relayé par la presse régionale.
Ouais, donc il faut continuer de se battre et soutenir la presse d'investigation indépendante. Petite pub. On reste dans les thématiques d'agriculture avec vous, Paul-François. Je sais que vous vous connaissez bien avec Inès. Donc vous êtes agriculteur en Charente, à Bernac, si je ne me trompe pas, agriculteur céréalier. Et votre histoire, triste histoire, on la connaît. En 2004, vous ouvrez une cuve d'un pesticide de Monsanto. Vous subissez une intoxication au lasso. Donc voilà. Et donc depuis ce temps-là, depuis 2007, vous êtes battu pour faire reconnaître ce qui vous est arrivé et vous battre contre Monsanto. Je vais vous laisser raconter parce que vous avez réussi à les faire condamner. Mais j'aimerais qu'on revienne aussi sur la façon dont vous y êtes pris, le nombre de scientifiques, de médecins que vous avez pu avoir comme alliés, mais aussi toutes les entraves qu'il y a eu dans ce procès que vous avez mené et cette alerte que vous êtes toujours en train de porter. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que sinon on y sera, ça se raconte pas en quelques minutes. Les dates un peu clés, ouais. Comment ? Peut-être revenir sur quelques dates un peu clés. Alors oui, je vais revenir sur quelques dates. Donc effectivement, moi j'ai été intoxiqué, je suis un agriculteur issu de l'agriculture très intensive, il faut appeler un chat un chat. Dans les années 90, notre exploitation, il y en avait à plusieurs, on exploitait 400 hectares de céréales, plus de l'entreprise que nous faisions à côté. Donc c'est de l'agriculture intensive telle qu'on la connaît, c'est-à-dire que basée sur la chimie avant tout. Même si fin des années 90, on avait commencé à remettre en cause un peu le système de production, il a fallu que j'ai un accident d'une intoxication aiguë avec un produit fabriqué par la firme Monsanto pour que, ça ne s'est pas fait le lendemain, je prenne conscience que ces produits avaient peut-être un danger pour l'environnement, mais pour nous en premier agriculteurs, et si forcément c'était dangereux pour nous, il y avait danger pour le reste de nous citoyens. Dans un premier temps, parce que j'ai été hospitalisé pendant plusieurs mois, le premier combat, c'est ma femme qui l'a mené pour pouvoir prouver que c'était bien, mon problème de santé était bien lié à cette intoxication. Ça a été un premier combat. Le deuxième, grâce à ce combat, j'ai été, je peux dire, sauvé, tout simplement. Ensuite, le deuxième combat, ça a été de demander à la mutualité sociale agricole, nous avons un régime particulier en agriculture, une reconnaissance en maladie professionnelle. Alors, cette mutuelle avait bien reconnu mon accident, mon intoxication, mais en aucun cas les problèmes de santé qui s'étaient déclarés dans les jours et semaines et mois qui ont suivi pouvaient être liés à cette intoxication. Là encore, c'est grâce au travail, dans un premier temps, qu'avait fait mon épouse, à savoir quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver, c'est-à-dire qu'elle a pu faire analyser le produit qui m'avait intoxiqué. Et ça, c'est très rare. Inès, on se connaît. C'est quelque chose qui est quasiment impossible, parce que la loi l'interdit déjà. Et là, il y a eu un concours de circonstances pour faire analyser le produit. Alors, le produit avait une formulation, l'alachlore, qui était le principe actif, à 47%. Il y avait du monochlorobenzène à 50%, 47 plus 50. Il ne vous échappe pas qu'il en manque un peu. Et bien, dans le reste, on a trouvé 12... C'est 43%, pardon. Pas 47%, c'est 43%. Il y avait 7% de volume, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Or, en fin de compte, il y avait de mémoire 13 ou 14 formulants, dont un neurotoxique interdit aux États-Unis. Mais là, je suis un peu fatigué ce soir, mais je vais essayer de le répéter. C'est du monochloro... Non, parce que j'y arriverai pas. Alors, on l'oublie. Et après avoir du monochloro... Non, mais j'y arriverai pas. Non, mais alors, il y a le bouquin, vous verrez je l'ai emmené, vous verrez puis peu importe, on l'oublie. C'est ce qui a montré que le produit avait pu m'empoisonner. Donc, deuxième combat, devant la MSA. 2008, on est reconnu, c'est peut-être bien à ce moment-là que je suis rencontré Inès la première fois, non ? Je crois bien. En 2008, j'ai été reconnu maladie professionnelle, mais la mutualité sociale agricole, dans sa grande générosité, a fait appel de cette décision en m'expliquant que c'était pour faire une jurisprudence pour les autres agriculteurs. Parce qu'avant ça, les firmes disaient il n'y a pas de victimes de pesticides, jamais un agriculteur a été reconnu intoxiqué par les pesticides. Ce qui était faux, parce que le premier, on l'a su après, ça remonte à 2006. Donc on a fait appel, on a gagné devant la cour d'appel à Bordeaux en 2010.
Mais pendant cette procédure, à un moment donné, j'ai dû avoir un moment d'égarement. J'ai dit à mon avocat, je me demande s'il ne faudrait pas porter plainte contre Monsanto qui a fabriqué ce produit, parce que tout ce que je découvrais me faisait penser que la firme ne pouvait pas ignorer que cette firme connaissait la dangerosité de ce produit. Quand je dis dangerosité, on va plutôt parler de toxicité de ce produit. Et de fait, bon, voilà, mon avocat, François Laforgue, m'a bien mis en garde. Nous sommes en 2007. Il me dit, si vous le faites, je vous suis. Mais, pardon, ça sera très long. Alors, je dis ça parce que je suis ému, parce que ce jour-là, ma femme me dit, n'y va pas. Le problème, c'est qu'elle, elle n'est plus là. Pardon. Et donc, on s'est lancé dans ce combat. On a porté plainte le 27 avril 2007. Monsanto a été condamné pour la première fois, et c'était la première fois dans le monde, privilège, donc on s'est bien passé en février 2012, avec injonction de recouvrir les dommages et intérêts. Monsanto, bien sûr, a fait appel. Nous sommes retournés devant la cour, l'appel à Lyon. Alors pourquoi Lyon? C'est que le siège social de Monsanto, c'est Lyon. Donc on est retourné devant la cour d'appel. La cour d'appel les a condamnés pour la deuxième fois, a confirmé cette décision septembre 2015. Monsanto a fait un pouvoir en cassation. La Cour de cassation nous a renvoyés devant la Cour d'appel en estimant que le fondement qui avait été retenu, à savoir défaut d'information sur l'étiquetage, n'était pas le bon, mais qu'en fin de compte, c'est le fondement pour produit défectueux. Ça veut dire que la firme savait sciemment que le produit était dangereux, mais elle l'a commercialisé, donc des faits plus graves. Nous sommes retournés devant la Cour d'appel en 2019 et en 2020, la Cour de cassation a statué définitivement la condamnation de Monsanto. À partir de là, commencer. Merci. Alors vous allez voir que la suite n'est pas très glorieuse, mais je vais juste faire une petite aparté parce que Inès est là. Moi, si je n'ai pas les journalistes, si je n'ai pas des gens comme Inès, quand tu étais venue, tu te souviens, c'était France Culture, hein, et si on n'a pas des journalistes pour donner de la visibilité à notre combat, même avec la meilleure des déterminations, on n'y arrive pas. Moi, les journalistes nous ont toujours suivis. J'ai joué le jeu, j'ai accepté de participer à beaucoup de documentaires, ce qui m'a envoyé faire des débats, comme ce soir. Là, il n'y a pas de doc. La semaine dernière, j'ai fait 5 conférences à Annecy autour d'un film qui s'appelle « La vie est dans le pré ». Mais grâce à des réalisateurs, grâce à des journalistes courageuses comme elle, je l'ai dit la semaine dernière, bon, je savais qu'on se verrait ce soir, j'étais content que tu parles de femmes parce que moi, c'est un constat, que ce soit dans les scientifiques, chez les journalistes, quand même, c'est les femmes qui sont là au devant. Je ne le dis pas parce que, bon, en plus je suis en minorité ce soir, donc j'ai intérêt à faire attention, mais je le pense sincèrement. Et je vais prendre une grande respiration pour dire que si je n'avais pas eu mes 2 filles et ma femme, je ne leur aurais pas fait ce combat. Alors ce soir, quand j'étais invité, normalement, je devais annoncer une bonne nouvelle. Que ce soir, je pouvais dire « Oh, je suis désolé. » Qu'on tournait la page parce qu'on avait obtenu... Oh merde. On peut prendre un peu de temps si vous le souhaitez, Paul. Je suis désolé. Ce soir, je devais dire qu'on tournait la page. 15 ans de combat. La moitié de ma vie conjugale, elle a été à se battre contre Monsanto. Je n'ai jamais dit que Sylvie était décédée suite. C'est une rupture d'anévrisme dans son sommeil, mais le stress de ce combat, il n'est pas pour rien. Ce soir, on ne peut pas tourner la page, parce que la justice, elle vient d'estimer que 15 ans de combat. Alors le même combat, il a été mené par Dwayne Johnson aux États-Unis. Vous avez tous entendu parler du jardinier américain. Ils ont utilisé notre procédure avec aucun souci. Je dis bien, ils l'ont utilisé en accord. Dwayne Johnson, ça s'est fait en 5 ans. Ça a été jugé, c'est plié. Il y a des informations sur Internet qui disent qu'il n'aurait pas touché l'argent parce que son avocat, c'est faux. Il a été indemnisé. Nous, on n'a jamais imaginé toucher 70 millions de dollars.
on avait juste demandé à ce que ça couvre nos frais. En fin de compte, la décision qu'a prise la justice il y a 10 jours, alors on l'avait gardée, c'est la première fois que j'en parle ce soir, la décision, elle est très claire. Monsanto est condamné fermement. Ça, c'est clair. Ils ne pourront plus dire maintenant, parce qu'ils continuent de fabriquer ce produit en Belgique pour le vendre dans les pays asiatiques. Donc, ils sont condamnés. Ils ne pourront pas dire à leurs clients il y a un appel ou quoi que ce soit, à moins qu'ils fassent appel, et je pense qu'ils vont faire appel, parce que ça va être quand même difficile à défendre ce produit. Mais nous, en toute récompense, alors je vais être très transparent sur les chiffres, on avait demandé 1,2 million, ça avait été calculé, ça avait été estimé. Moi, j'avais dit à mon avocat 300 000, 400 000. Les gens qui m'ont aidé financièrement, je les rembourse. Et puis on tourne la page, j'ai besoin d'une autre vie. Eh bien, en tout et pour tout, on aura 11 000 euros. Voilà. Donc, 11 000. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice, telle qu'elle est faite en France, je ne dis pas que les juges sont corrompus, parce qu'on a lu les motivations, ils se servent de la loi elle est comme ça. Ils écoutent Monsanto, ça fait un peu suer quand même. Ce que je dis moi, ça n'a pas l'importance. Ce que dit Monsanto, c'est qu'il faut les écouter. Ils appliquent la loi. La loi fait qu'un groupe comme Monsanto peut être condamné, mais certainement que quelqu'un qui ose, un simple citoyen comme moi ou d'autres, sont prévenus. Ne le faites pas parce que vous allez vous ruiner votre vie, ruiner votre ferme. Et puis le message, il est passé. Et je vais prendre 2 exemples qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Sur le Dieselgate, aux États-Unis, en 1 an, ça a été réglé, vous savez, avec Volkswagen. En France, ça traîne. Il y a une lanceuse d'alerte qui est à Bordeaux, qui a osé dénoncer que derrière le HVE, on pouvait trouver pas mal de pesticides. Et Valérie Murat, pour ne pas la nommer, a été condamnée à dédommager, ça s'est fait en moins de 2 ans, 120 000 euros auprès d'un château. Et si elle veut faire appel, il faut qu'elle paye. Et nous, 15 ans de combat, où on a été chercher aux 4 coins de l'Europe des renseignements, on s'est battu, on s'est mis en danger. On n'est même pas dédommagé de ce que l'on a fait. Ce soir, si Monsanto fait appel, on retournera au combat. Moi, personnellement, je ne sais pas, parce que ça m'a bouffé, quoi. Voilà. Excusez-moi pour l'émotion, parce que c'était pas prévu comme ça. Voilà. Désolé. Désolé. Bravo. Il y a plusieurs documentaires, en effet, qui reviennent sur ce combat, et un livre, Un paysan contre Monsanto, qui a été publié en 2017 et qui raconte tout ça. Et on sent bien à quel point c'est éprouvant, fatigant, éreintant, là encore, à un point qu'on n'imagine pas, avec en plus des décisions de justice qui vont à l'encontre de ce que l'on pourrait espérer. Je crois que dans les témoignages que vous avez pu partager, vous expliquiez aussi que les avocats de Monsanto, on parle des obstacles aussi aux lanceurs d'alerte, étaient sans cesse en train de scruter chaque déclaration, chaque chiffre, chaque date, pour à chaque fois essayer de démonter et expliquer à quel point il pouvait y avoir du mensonge, ou à quel point le témoignage était inexact, et que tout peut être utilisé pour être retourné contre vous et justement dénigrer ou diminuer. Je peux donner l'exemple pour être très clair. Sur le préjudice économique de la ferme, ça a été fait par des experts comptables. Et il y a un des experts qui s'est trompé sur ma date de naissance. Et donc les avocats de Monsanto ont dit, vous voyez bien que c'est un travail qui n'est pas sérieux. Et en plus, ce qui est réel, c'est que ma ferme était à mon nom propre, comme ça arrive souvent. Et on l'a passé sous forme de société en 2009 pour protéger nos arrières au cas où. Et on dit, c'est M. François au départ, et puis il y a des sociétés, puis vous voyez les dates de naissance, ils disent au tribunal, ils disaient, mais on se dit, c'est tellement gros qu'ils vont quand même pas, le tribunal ne va pas retenir ça. Bah si, le tribunal, il le retient. Il dit, on ne peut pas prendre ces chiffres parce qu'effectivement,
c'est Monsieur François, maintenant c'est des sociétés, puis ils se sont trompés de date de naissance. Il ne vous a pas échappé que nous, on a attaqué Monsanto, et puis aujourd'hui, c'est Bayer. Personne n'a retenu. Voilà. C'est dingue, quoi. C'est à deux vitesses. Merci de l'avoir, parce qu'on avait parlé cet après-midi, avec l'émotion, j'avais oublié. Merci. Non, mais je suis là pour ça. On va enchaîner un petit peu avec Léonore, et après, on pourra discuter un petit peu. En fait, Inès doit nous quitter aussi à 20h30. Si vous souhaitez lui poser quelques questions, j'aimerais que vous puissiez le faire. Donc, Léonore Monconduit, maire de Poitiers. Vous êtes ici pour témoigner de quelque chose qui est arrivé récemment lors d'une manifestation dans votre commune. Donc c'est encore un cas très différent. Vous avez pris la défense d'Alternativa alors que le préfet vous a demandé de supprimer votre subvention en raison de la désobéissance civile qu'ils sont en train de promouvoir à travers leurs actions et sous couvert de loi sur le séparatisme. Alors j'aimerais qu'on revienne aussi sur cette histoire, mais ce qui est intéressant ici ce soir, c'est que vous avez tous les quatre en fait une casquette différente, un rôle dans la société, une fonction en tout cas très différente, et vous en êtes tous venus à votre manière à lancer l'alerte avec vos propres outils. Donc ça montre aussi à quel point, on parlait des sentinelles en début de débat, chacun peut être amené dans sa vie à lancer cette forme d'alerte et qu'il ne faut pas s'en empêcher, même si on sait à quel point c'est éprouvant. Je pense qu'on pourra revenir après sur ce qui permet aussi de persévérer. Donc Léonore, je voulais qu'on revienne un peu sur cette histoire et puis sur ta perception aussi plus globale de cette façon de faire, notamment quand on est élu. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette soirée. Bien que notamment à l'écoute des témoignages qui viennent d'être faits, je ne suis pas une lanceuse d'alerte. Je suis à de nombreux égards bien plus protégée que les collègues qui ont parlé le sont. Mais effectivement, en tant qu'élu, je viens du monde associatif, donc mon parcours clairement militant se nourrit pas que de la sphère institutionnelle. Mais en tant qu'élu, effectivement, j'ai une position particulière à l'égard de cette question des lanceurs d'alerte. D'une part, et je souhaite commencer peut-être par une touche d'optimisme, je fais partie de ceux qui peuvent bénéficier des avancées du droit ouvertes par les lanceurs d'alerte. Un exemple, à Poitiers comme dans d'autres villes écolo, on apporte une aide matérielle, financière à des personnes qui ne bénéficient pas du statut de réfugié, notamment en nous fondant sur la consécration du principe de fraternité qui a été obtenue grâce à l'action de Cédric Héroux, notamment dans le sud-est de la France. Donc clairement, aujourd'hui, on se sent protégé par ce droit qui a été réaffirmé à l'occasion de l'action d'un lanceur d'alerte ou d'un désobéissant. Enfin, ça dépend comment le... Mais en gros, voilà, votre action, elle est utile. Nous nous en nourrissons lorsque nous sommes en responsabilité. Mais effectivement, l'histoire sur laquelle on m'a demandé de parler aujourd'hui, c'est... je ne pensais pas être en situation de désobéissante à cet égard, mais alors, je vais tenter de résumer les choses simplement et de manière courte pour laisser à la collègue qui doit partir le temps de parler. En 2021 a été votée une loi qui s'appelle loi dite séparatisme. C'était une loi qui avait pour objectif de lutte dans les motifs avancés par le gouvernement. La loi a été portée notamment par le ministre de l'Intérieur et puis Sarah El Haïry, qui était ministre de l'Engagement et de la Citoyenneté, qui avait pour objectif de lutter contre le séparatisme religieux, donc en particulier contre les organisations islamistes. Et donc, cette loi, elle prévoit tout un tas de dispositions. Ça permet de dissoudre plus facilement des associations jugées illégales, etc. Et ça demande notamment à toutes les associations qui bénéficient de fonds publics de signer un contrat d'engagement républicain. Et ça avait fait à l'époque l'objet de très nombreux recours et de la part de l'ensemble du monde, d'une très large représentation du monde associatif, et pas que Alternativa, la Ligue des droits de l'homme, tous les mouvements d'éducation populaire, le mouvement associatif, bref. Ça avait été très contesté parce que ce contrat d'engagement républicain demande donc à toutes les associations bénéficiaires d'argent public de respecter tout un tas de choses, mais notamment de respecter les valeurs de la République, sans plus de précision que ça, et de ne pas inciter à toute action qui contreviendrait manifestement, à toute action qui inciterait à l'illégalité ou qui contreviendrait à l'ordre public. Et tout ça étant laissé à l'appréciation de la préfecture. C'est-à-dire que c'est le préfet qui peut déterminer ce qui rentre dans le champ des valeurs de la République et ce qui n'y rentre pas. Et donc, Poitiers, la ville de Poitiers a décidé de soutenir l'organisation du festival du village des alternatives d'Alternativa. Il n'y a pas que en gros, c'est un événement qui a bénéficié du soutien d'autres villes, la ville de Paris par exemple, qui avait déjà été soutenu par la ville de Poitiers en 2017. Et donc là, je dirais tout à fait innocemment, on leur donne 10 000 € pour organiser le festival de Poitiers. Subvention attribuée en juin, le festival devait avoir lieu en octobre. Et donc, 15 jours avant l'événement, le préfet me demande de retirer la subvention
parce que le programme de l'événement comprenait une formation à la désobéissance civile. Et donc, selon le préfet, proposer une formation à la désobéissance civile égale inciter à contrevenir soit à la loi, soit à l'ordre public. Et je considère, j'ai répondu non, enfin pour moi c'était absolument naturel de répondre non, pour plusieurs motifs. D'une part, je considère que parler de désobéissance civile, ce n'est pas inciter à, auquel cas, si on considère que parler de désobéissance civile, c'est inciter à désobéir, ça veut dire qu'on enlève toute mention de la résistance dans les livres d'histoire, par exemple. Enfin, c'est un glissement qui peut aller hyper loin si on va sur cette pente-là. Et aussi, il m'a demandé de retirer la subvention avant l'événement, ce qui voulait dire qu'on peut préjuger de l'illégalité d'un acte avant même qu'il se produise. Et là encore, c'est hyper dangereux. Ça veut dire qu'en gros, une association qui ne revient pas à la tête de la préfecture, elle peut, par avance, lui refuser tout soutien public et la déclarer illégale. Et ça, c'est en droite ligne de l'amendement anti-L214, c'est-à-dire que si on assèche, les effets se produisent déjà. En fait, nous, on a beau s'opposer, désormais, les collectivités vont avoir peur d'octroyer un financement public à des associations telles qu'Alternativa, qui sont quand même pas les plus radicaux. Enfin, ils ont une action qui est complètement à saluer, mais globalement, c'est une association qui est plutôt un partenaire institutionnel, plutôt admis, quoi, en tout cas aujourd'hui. Et de même qu'on interdit aux associations de bénéficier de soutien public indirect par les déductions d'impôts. Donc, voilà en gros où on en est. Il y a un déféré qui est en cours envers le tribunal administratif de Poitiers. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, je considère qu'aujourd'hui, à l'égard de cette question la question de ce soir, c'est comment débâillonner les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est plutôt de faire en sorte qu'on les bâillonne pas ou pas plus qu'ils ne le sont déjà aujourd'hui, comme ça a été dit, quoi. Merci, Léonore. Vous me disiez aussi qu'il était important que l'écologie politique, une fois élue, reste à l'écoute de la société. Et on parlait aussi du contrat d'engagement républicain. Je ne sais pas si vous souhaitez revenir un petit peu là-dessus également, ou si ça sort un peu trop du champ. Alors, le contrat d'engagement républicain, j'en ai parlé, c'est vraiment et dans le programme des écologistes, il y avait l'abrogation du contrat d'engagement républicain. D'ailleurs, l'UPS aussi porte ça, par exemple. Alors là, c'est pas trop l'enjeu, mais en gros, il y a une large frange des associations et des partis politiques qui demandent l'abrogation de ce contrat d'engagement républicain. Enfin, quand même, il faut se rendre compte que ce contrat d'engagement républicain était censé nous protéger contre le séparatisme islamiste. Il n'a jamais permis cette loi, alors elle est en application que depuis 1 an. C'est pour ça que c'est très ouvert, il n'y a pas de jurisprudence, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'application qui nous a permis de déterminer l'orientation de la loi. Mais quand même, les premiers ciblés, ce sont des militants écologistes, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment plus à en dire, mais ça donne un pouvoir discrétionnaire extrêmement fort à l'État et aux représentants de l'État dans les départements, en l'occurrence la préfecture. Et là encore, je pense que c'est notre rôle de nous protéger de l'utilisation qui pourrait être faite de ce type d'outils par, si l'extrême droite arrivait au pouvoir demain, je n'ose même pas imaginer ce qui ferait de ce type d'outils pour bâillonner non seulement les associations, mais en fait tout type de contestation. Il faut absolument qu'on s'en préserve de ça et au nom de la liberté de conscience, au nom de la liberté d'expression qui sont des principes constitutionnels, au nom des libertés associatives qui est garantie par la loi de 1901, tout ça, c'est notre devoir de les protéger quand on est aux institutions, quoi. Et pour terminer sur la première partie de la question, effectivement, l'écologie, elle s'écrit de tout temps. L'écologie, elle s'est écrite dans les marges aussi. Enfin, les marges. J'ai une vision très positive des marges. Enfin, si on pense aux ZAD, si on pense à tout ce qui était les débuts de l'économie sociale et solidaire, etc. Tout ça, ce qui était un petit peu hors cadre normatif, un petit peu hors institutionnel. Et je trouve que notre rôle aujourd'hui, lorsque nous sommes élus, c'est de réussir à garder une forme de porosité avec ces espaces où clairement s'invente la norme d'avenir, les nouveaux modèles sociaux, l'innovation sociale, etc. C'est un peu un défi. Je ne prétends pas avoir la réponse, mais en tout cas, c'est une préoccupation que je défends vraiment. C'est de pouvoir faire en sorte que, notamment les lanceurs d'alerte, en l'occurrence, trouvent un écho dans des institutions lorsqu'elles sont dirigées par des écologistes, quoi. Et ce que je trouve d'autant plus intéressant et qui revient dans vos témoignages aussi, c'est la façon de travailler ensemble. C'est-à-dire le rôle des journalistes qui vont relayer des témoignages,
d'élus qui vont s'engager. Non loin de Poitiers, donc en Nouvelle-Aquitaine, il y a ce combat en ce moment autour des retenues d'eau bassines, dont vous avez largement entendu parler, qui est mené de longue date avec Julien Leguet qui incarne un peu la lutte, les agriculteurs du coin qui essayent de se défendre, les grands irrigants qui continuent de défendre des logiques agro-industrielles, et puis quelques élus comme Benoît Biteau qui essayent aussi au niveau européen et qui relaient ce combat depuis très longtemps. Donc ça montre bien que ces alertes-là se construisent aussi dans le temps, qu'il faut persévérer. Tu veux rebondir ? Ouais. Juste, après je rends la parole, mais une micro-précision, parce qu'effectivement, dans le Festival des Alternatives était invité Bassine Non Merci. Et en gros, cette tracasserie que nous fait la préfecture, ça vise à poursuivre un récit très clair, à criminaliser en fait tout ce qui est à criminaliser la contestation, alors qu'en République on a le droit de contester. Mais donc Bassine Non Merci était invité au Festival des Alternatives, ce qui ne me semble pas illégal. Et le week-end d'après, il y a eu la grande manifestation de Sainte-Soline. Et le préfet lui-même a fait le lien dans ses propos en disant vous voyez, donc ils sont accueillis et financés par la ville de Poitiers Alternativa, et le week-end d'après ils vont s'affronter avec des CRS pour faire des actions violentes et contestataires. Enfin, il y a un glissement encore une fois extrêmement rapide qui s'inscrit dans un logiciel extrêmement dangereux. Oui, alors Julien Leguet, en l'occurrence, il a été surveillé, mais ça c'est pas surveillance avec des caméras mises devant chez eux. Ouais. Après, je considère que Julien Leguet, comme il y en a qui choisissent l'activisme violent dans les mouvements anti-bassines, je considère qu'ils font leur choix. Mais Alternativa, c'est autre chose. Enfin, je veux dire, il faut savoir dissocier les espaces d'engagement entre eux et ne pas criminaliser encore une fois toutes les personnes ou les 10 000 personnes qui sont allées manifester. Enfin, on doit pouvoir aussi contester, entre guillemets, pacifiquement, de manière non violente. La désobéissance civile, ça reste non violent, normalement. Oui. Donc, voilà. Mais ce qui montre aussi que dans ces combats, lancer l'alerte nécessite d'avoir un degré d'expertise, de connaissance du droit, des outils. Enfin, sur ces bassines, pour y revenir, mais ça se présente un peu partout, et vous le verrez dans les guides lanceurs d'enquête qu'on produit avec Disclose. Il y a le droit de l'environnement qui peut parfois ne pas être mis en avant par rapport au code de l'urbanisme, et donc ça se renvoie la balle en permanence, et donc il est important de monter en puissance sur ces connaissances du droit, de faire appel à des juristes ou à des avocats qui peuvent accompagner aussi ces combats, parce que souvent c'est bien là qu'on va dénouer avec des petits détails. J'ai plein de questions, mais je vois l'heure qui tourne et Inès qui doit nous quitter à 20h30, donc je peux dès maintenant commencer à relayer vos questions et faire un ping-pong comme ça avec celles que je peux avoir. Donc, est-ce qu'il y a un micro qui circule, Simon ? Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, je ne sais pas si c'est une question pour Inès en particulier, mais dans quelle mesure ces lanceurs d'alerte bâillonnés, c'est une spécificité française en fait, parce que vous faisiez un parallèle tout à l'heure avec des procédures américaines qui sont allées beaucoup plus vite, où les victimes ont été beaucoup mieux dédommagées. Est-ce qu'en France, on a vraiment un retard là-dessus ? La maison des lanceurs d'alerte, vous êtes là. Blandine et Pauline ? Oui, alors du coup, en termes juridiques, ce qui s'est passé avec l'évolution du droit, c'est qu'en France, par rapport à plein d'autres pays européens, on avait déjà une loi en 2016 qui s'appelle la loi Sapin II, qui définissait le statut juridique du lanceur d'alerte. Il fallait que le lanceur d'alerte, ce soit une personne désintéressée et de bonne foi, qui dénonce un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Enfin voilà, c'était défini. C'est toujours le cas. Et la logique de ce texte, c'était que si la personne remplit bien tous ces critères et qu'elle suit une procédure où elle doit d'abord signaler des faits en interne, puis si ça donne rien, si l'entreprise ne fait rien, si l'administration ne fait rien, elle peut se tourner vers une autorité administrative ou vers l'autorité judiciaire. Et si là non plus ça donne rien, alors on peut seulement à ce moment-là faire une divulgation publique, c'est-à-dire parler dans les médias, etc. Le problème de ça, c'est que, évidemment, quand on vous demande d'abord de faire un signalement interne, quand vous avez constaté des problèmes dans une entreprise ou dans une administration, il y a de bonnes chances que ça vous expose à des représailles. Et la divulgation publique qu'on peut faire dans les médias, elle intervenait qu'en dernier recours, avec des conditions très restreintes pour pouvoir griller les étapes et directement rendre un signalement public. Donc il y avait une grosse marge de progression, et c'est pour ça qu'il y a eu une mobilisation citoyenne dans toute l'Europe pour faire adopter une directive. Donc, une directive, c'est un texte européen où en fait l'Union européenne demande
aux États membres de changer leurs droits pour intégrer quelque chose de plus protecteur dedans. Enfin, pour faire ce que l'Union européenne demande, en fait, en le traduisant dans le droit national. Et donc, il y a une directive qui est passée en 2019 qui protégeait mieux les lanceurs d'alerte. Et la partie vraiment phare de la directive, c'était que cette première étape de signalement interne, elle devenait optionnelle. Et ça a une incidence très concrète sur des centaines et de gens qui, du coup, n'ont plus besoin d'aller voir le supérieur hiérarchique qui commet des pots de vin, enfin, pour lui dire, en fait, il y a des pots de vin, ce qui posait problème. Donc, cette directive de 2019, elle a été, on parle de transposition, elle a été transposée en droit interne en France cette année, en 2020, avec une loi sur laquelle la Maison des lanceurs d'alerte a été très active, qui est venue, du coup, modifier la loi Sapin 2, rendre optionnel ce signalement interne et élargir les conditions dans lesquelles on peut faire une divulgation publique, c'est-à-dire directement s'adresser aux médias pour lancer l'alerte. C'était ça le petit cadre juridique. Et par rapport à la question qui a été posée, du coup, tu as peut-être un aperçu de, par rapport aux États-Unis où les procédures sont beaucoup plus rapides et efficaces, comment se fait-il qu'on ait l'impression que la France soit à la traîne, et sommes-nous vraiment à la traîne en la matière? En fait, je pense que le problème, c'est que c'est des situations qui sont, à pas mal d'égards, pas très comparables. En fait, le système judiciaire américain, il est fait pour que l'immense majorité des cas n'aillent pas devant un tribunal. C'est-à-dire qu'il y a un gros encouragement à faire des transactions, à régler les choses en dehors d'un procès, parce que la justice coûte extrêmement cher aux États-Unis aussi. Donc ça, nous, on dit souvent, oui, les États-Unis, c'est beaucoup plus rapide, ce serait bien qu'on puisse faire ça. C'est vrai que les délais de procédure en France sont très longs, mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas du tout une même logique d'accès aux juges. En France, on prétend avoir un accès aux juges pour tous, avec des avocats moins chers, sauf que ça se traduit par des procédures super longues, et du coup, des frais d'avocat qui restent très chers pour les gens, en fait. Donc, je pense que c'est juste des situations qui ne sont pas comparables. Et après, il y a un moyen très simple de faire en sorte que ça aille mieux en France, c'est mettre plus de moyens dans la justice, déjà. Parce que si les procédures sont super longues, c'est parce qu'en fait, vous avez des tribunaux complètement engorgés, avec des dossiers qui prennent des années à être jugés. Et envisager aussi de réformer tout ce qui est aide juridictionnelle pour que les gens puissent plus facilement faire payer un avocat sans s'endetter lourdement pour ça. Ok, écoute, merci beaucoup, Brigitte. Tu souhaites rebondir? Oui, juste par rapport aux États-Unis, dans l'autre sens, les lois qui entravent l'action des lanceurs d'alerte, elles existent bien là-bas aussi, les hack-gag, où des lanceurs d'alerte, en fait, tombent sous le coup de la loi assez rapidement aussi dans l'autre sens. Nous, on échange aussi pas mal avec des associations là-bas sur... le droit là-bas n'est pas du tout fait de la même façon qu'ici. Les actions qu'on fait, nous, en tant que lanceurs d'alerte en France, en montrant les images, on serait sous des condamnations aux États-Unis. Et inversement, eux, certaines actions qu'ils font, en France, ça passe pas, et eux, ça passe. Donc, c'est pas fait du tout de la même façon. Et sur les actions en justice, dans le sens où... nous, en tant qu'ONG, on porte plainte contre des élevages ou des abattoirs. Au départ, toutes nos plaintes étaient classées sans suite. Et aujourd'hui, on commence à avoir vraiment des procureurs qui se saisissent et qui font des enquêtes. Ça arrive jusqu'au procès. Alors, au début, les peines étaient vraiment purement symboliques. Et aujourd'hui, on voit que ça augmente un peu, avec notamment des plaintes, quand on a porté plainte contre l'élevage... sous contrat avec ERTA, donc préférence ERTA, soi-disant les conditions d'élevage étaient tellement meilleures. L'élevage a été condamné à 50 000 € d'amende, dont 25 000 avec sursis, pour la coupe systématique des queues. Coupe systématique des queues qui est pratiquée par la quasi-totalité des élevages de cochons. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution aussi dans le regard des magistrats par rapport à des questions où quelque part, malheureusement, on déblaye le terrain et c'est extrêmement long. Les procédures sont hyper longues. Et effectivement, nous, en tant qu'ONG, avec le soutien qu'on a autour, c'est sans doute bien plus simple que quand on est, à titre personnel, impliqué dedans. C'est clair. Merci, Brigitte. Est-ce que, Inès, tu veux rebondir avant de partir? Tu veux dire un dernier petit mot, passer un petit message? Je ne sais pas.
dernièrement avec Morgane, en tout cas, on se demandait si ça valait le coup. Enfin, ce qu'on nous posait de plus en plus ces derniers temps, la question de savoir si ça valait le coup, entre guillemets, de se sacrifier. C'est une question que j'avais aussi. Pour mener des espèces de. Enfin, ces combats qui étaient souvent très, très fragilisants. Mais c'est vrai que. Moi, j'ai tendance à penser que, en fait, non seulement. Il y a un fort effet stressant qui peut se mettre en place quand on raconte ce qu'on vit. Par exemple, le média Spland en Bretagne, qui a vraiment pu se mettre en place grâce au fait que Morgane a rendu public les agressions dont elle était victime. On a réuni 90 000 euros de dons, et je crois qu'au moins le tiers venait du moment où ce qu'elle a vécu a été médiatisé. Moi, la bande dessinée Algues Vertes, l'histoire interdite, au départ, les éditeurs ne voulaient pas dire qu'elle avait des procès qu'elle était poursuivie en diffamation parce qu'ils avaient peur que ça la discrédite, qu'elle soit plus vendue, etc. Alors que c'était totalement l'inverse. Les ventes ont vraiment démarré à partir du moment où on a raconté les attaques dont elle faisait l'objet. Et en fait, même si c'est des longs parcours, je pense à toi, Paul, parce que je pense que je sais pas toi ce que t'en dis, mais je me dis que c'est vraiment des longs parcours. Mais à un moment, quand on arrive à quai, ça bouge le réel de manière complètement hallucinante, quoi. Ça inspire des gens, ça ouvre des portes, ça mobilise des citoyens. Et ces parcours rendent, comme tu le disais, les choses plus faciles pour d'autres derrière. C'est plus facile ensuite de prendre la parole, de témoigner. Du coup, je pense qu'il y a un effet très, très... J'aimerais que ça puisse vous donner aussi du courage à vous, dans vos situations. J'imagine qu'on est tous témoins de choses de... Je pense par exemple à la situation des médecins. C'est vraiment une situation dans toutes les enquêtes que je mène sur les algues vertes, sur la santé au travail, sur l'environnement, le médecin du travail, les médecins urgentistes, les médecins généralistes ont un potentiel d'alerte énorme. Parce que tout ce qui touche à la santé touche l'environnement, la santé publique, etc. Et je vois pas beaucoup de médecins en fait qui... Comment ? Ils ont peur. Peut-être qu'ils sont pas... Souvent, en fait, les lanceurs d'alerte, encore aujourd'hui, sont des personnes qui sont attaquées dans leur chair. C'est des agriculteurs, des ouvriers agricoles. Mais dans les algues vertes, par exemple, c'est un médecin urgentiste qui a lancé l'alerte et qui fait que tout ce dossier, aujourd'hui, peut être mettre à jour. Et on voit jusqu'où ça va, en fait, l'alerte qu'il a lancée au niveau... et de la santé publique et de l'environnement et en fait, d'une mise en lumière de tout un système politique et sanitaire. Merci beaucoup. Merci Inès. Je te laisse filer. On peut continuer encore un petit peu le débat. Est-ce que... Ouais. À tout bientôt. Tiens, donne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas à lever la main. Profitez-en. Témoignez aussi peut-être. Vous avez peut-être une opinion sur le sujet. Vous avez peut-être... Je sais pas, c'est pas un sujet facile. Hein. Moi, j'ai une amie, quand je lui ai parlé de cette soirée, elle me dit « Oh là, mais moi, ça me déprime les lanceurs d'alerte parce que... » À chaque fois, on a l'impression que ça sert et en même temps que c'est trop long et voilà, et ça se comprend, il y a beaucoup d'éco-anxiété. Et en même temps, on s'appuie toujours sur les épaules de ceux qui nous ont précédés et ces sacrifices-là ne sont jamais vains. Donc, oui, allez-y. Ma question va peut-être vous paraître indirecte. Elle concerne L214. C'est-à-dire que j'ai remarqué... Bon, c'est peut-être naïf de ma part, je ne suis pas une juriste, mais j'ai remarqué que ce qu'on vous reprochait essentiellement dans les procès, c'était la transgression de la vie privée. C'est ce qui revient, c'est assez récurrent, ça m'a frappé. Et je voulais savoir si les juristes qui vous soutiennent travaillent sur cette question, parce que quand même, ce que vous faites, c'est d'un intérêt public, et ça dépasse considérablement l'intérêt privé d'une société privée, sans parler de la vie privée, parce que c'est encore pire. Donc il y a là aussi un glissement entre entreprise privée et vie privée, ce que je trouve assez anormal. Et je voulais savoir si des juristes travaillaient sur cette question pour vous permettre justement de donner des arguments pour la défense. Oui, merci de cette question. Quand on a montré les images de l'abattoir de Mauléon, donc on a montré effectivement des ouvriers d'abattoir qui travaillaient sur la chaîne. Le premier procès qui a eu lieu, c'était un procès qui condamnait l'abattoir et quelques ouvriers sur les actes qu'ils avaient faits sur les animaux. Et l'avocat des ouvriers les a incités à porter plainte contre L214 pour atteinte à l'intimité de la vie privée.
On a perdu en première instance et on a fait appel de cette décision. Et la décision d'appel a été de donner raison à L214. L'intention et les faits, les vidéos qui ont été montrées, ne concernaient pas l'intimité de la vie privée. C'était dans le cadre de leur travail, c'était vraiment pour montrer les conditions d'abattage des animaux. Donc ça, je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même une jurisprudence qui est dans notre sens. Mais c'est vrai qu'on a été condamné en première instance, on s'est dit... comment on montre l'activité d'un lieu où des gens travaillent alors que les images sont floutées et tout ça. Donc il y a un point d'attention. Avec L214, on dénonce des pratiques, pas des personnes. Donc on est vraiment attaché à voilà. Après, chacun a sa part de responsabilité sur les actes qu'il fait. Et devant la justice, ça peut se discuter. Mais pour nous, c'est vraiment le côté systémique qui est très intéressant. Alors c'est plutôt optimiste aujourd'hui, mais en ce moment il y a vraiment des questions juridiques autour de justement de cet accord de l'exploitant qu'il faudrait avoir pour pouvoir diffuser les images. Est-ce que les juges vont trancher dans ce sens-là ou dans l'autre? On a là aujourd'hui, j'ai pas recompté, mais on doit avoir au moins une quinzaine de procès en cours en ce moment même. Donc quelque part, la jurisprudence est en train de se construire autour de toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, quasiment systématiquement, quand on publie des images, on a une procédure juridique qui se base souvent sur le trouble manifestement illicite constitué par la sortie des images, par une intrusion qui est dite par la partie adverse, mais sur laquelle ils n'ont aucun élément, etc. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup aussi en réception de messages d'alerte et de gens qui peuvent filmer, comme Mauricio Garcia Pereira, qui avait été ouvrier à l'abattoir de Limoges, qui était depuis 5 ou 6 ans, voilà, et qui, lui, a choisi vraiment de témoigner à visage découvert pour dire l'horreur que vivaient les animaux, mais l'horreur qu'il avait vécue, lui aussi, en tant qu'ouvrier, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois l'heure qui tourne. Oui, allez-y. Merci. Je vais me lever. Donc bonsoir et merci pour ce débat. Le lancement d'alerte, c'est clairement un enjeu pour la démocratie aujourd'hui, puisque les lanceurs d'alerte œuvrent pour l'intérêt général, compte tenu de l'inaction des gouvernements, des institutions et de l'urgence aujourd'hui du réchauffement climatique. Quel est votre avis sur le fait que justement aujourd'hui, et on le voit tout à l'heure, Émeric Caron est passé pour la corrida, la majorité des Français sont contre la corrida, mais les élus aujourd'hui, les institutions, ne vont pas écouter, pourtant ils sont les représentants du peuple, des citoyens. Aujourd'hui, finalement, les institutions n'écoutent pas les citoyens, et pourtant, sur le plan étymologique, c'est la définition de la démocratie. Donc, que peut-on attendre aujourd'hui des institutions par rapport à cette urgence et notamment par rapport au lancement d'alerte? Je pense que c'est des gens extrêmement courageux qui révèlent, qui consacrent leur vie pour faire payer les gens qui détruisent la planète. Donc c'est comme si on était aujourd'hui des complices finalement de l'inaction, puisque finalement si on croit encore, enfin si on peut encore avoir l'espérance dans les institutions qui aujourd'hui n'ont pas répondu du tout aux urgences, est-ce qu'on peut aujourd'hui raisonnablement continuer à croire en quelque chose qui n'a jamais eu lieu? Très bonne question qui est aussi celle de savoir de comment se faire entendre. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre. Je crois qu'à un moment donné... le livre que j'ai emmené ce soir, le titre, c'est Un paysan contre Monsanto. Il fallait bien trouver un titre, mais c'est sûr que c'est pas moi tout seul. À un moment donné, il faut aussi être capable. Moi, le premier travail, ça a été de me remettre en question moi-même. J'ai été intoxiqué en 2004. Ma ferme est passée 10 ans après en bio. Et je peux vous dire qu'en attendant, j'en ai entendu. Tu es intoxiqué et tu utilises de la chimie. Je ne regrette pas les 10 ans parce qu'il fallait bien 10 ans de préparation pour réussir à passer 240 hectares en bio. Si j'avais loupé ce passage en bio, c'était aussi peut-être la première victoire de Monsanto. Peut-être que moi, d'ailleurs, ma première victoire,
c'est de leur montrer que ou ma première condamnation contre eux, c'est de montrer qu'on peut se passer de leur chimie. Une fois que j'ai dit ça, là, tout à l'heure, je m'en vais rejoindre une association qui s'appelle l'Association Henri Pézra, une association qui est née de l'histoire de l'amiante. C'est qu'à un moment donné, il faut être capable, moi je vais dire ça, dans le film Les Sentinelles auquel on avait participé, il y a une scène où moi, je ne cache pas mes origines, je suis à la tête d'une exploitation importante, j'ai été élu localement plutôt de centre-droite, alors je suis bien loin de tout ça aujourd'hui, puis il y a une rencontre avec un cégétiste. Et Jean-Marie, on s'aperçoit qu'on a eu la même éducation, lui d'un père communiste, moi d'un père catholique vendéen, deux mondes qui n'étaient pas faits pour se rencontrer. Et à un moment donné, si on est capable de casser ces barrières-là, de dire on est tous des citoyens, qu'on soit de gauche, de droite, qu'on soit blanc, qu'on soit jaune, qu'on soit noir, on est tous des citoyens qui devons partager cette planète, alors que de comprendre qu'il y a une dizaine ou peut-être une douzaine d'entreprises dans le monde multinationales qui veulent se partager uniquement les bénéfices ou s'enrichir, enfin, on peut trouver plein de termes, sur le dos de citoyens, alors qu'ils soient de la CGT ou qu'ils soient de la FNSEA, parce que mes collègues de la FNSEA, le jour où je leur fais comprendre que ceux qui sont à la tête ne défendent pas les agriculteurs, ils défendent un modèle agricole qui profite à l'agroalimentaire. Une fois qu'ils ont compris ça, ils changent d'action. Des fois, la colère fait qu'on va vers de la violence. Je connais très bien le problème des bassines, c'est à 20 km de chez moi, je suis irrigant. Alors moi, je ne suis pas sur des bassines, c'est pas pour autant que l'irrigation que l'on pratique sur la ferme, on utilise l'eau n'importe comment, on ne fait plus de maïs. Moi, je disais que c'était la génération à venir qui ne cultiverait plus de maïs. C'est moi qui ne cultive plus de maïs aujourd'hui. L'eau, il faut la partager, il faut comprendre qu'on en a besoin à l'agriculture, mais il y en a besoin, ça a été très bien expliqué tout à l'heure. Donc, il faut arriver à s'écouter les uns les autres. Et ça passera par des collectifs. Alors, même si des fois, moi, j'ai envie de vite décrocher le fusil et de bombarder tout le monde, je suis plutôt non-violent malgré tout. C'est la colère, mais la colère n'est pas une bonne conseillère. Mais on y arrivera si, je pense que ce soir, on vient de différents milieux sociaux, avec des convictions, certes, sur l'environnement, enfin, ou alors je me trompe. Et si on casse ces barrières-là, qu'on s'écoute les uns les autres, je vais juste essayer de vous donner un exemple très clair. Justement, l'association où je vais ce soir, nous, on essaye de mettre des passerelles entre toutes les associations qui veulent défendre l'environnement. Alors, vous avez France Nature Environnement, GF, Génération Future, le WF, enfin, il y a plein d'associations, puis des petites associations. Et quand on veut défendre un sujet, on y va. Moi, j'ai participé sur l'alimentation. Rappelez-moi le nom. Les États généraux de l'alimentation. Moi, j'ai été scotché de voir les industriels qui étaient tous là face à nous, avec certains syndicats d'ailleurs, alors que pour moi, les États généraux de l'alimentation, il fallait les producteurs, agriculteurs et les consommateurs. Et c'était nous qui devions décider comment on voulait se nourrir demain, et les agriculteurs se seraient adaptés, et non pas les agro-industriels qui allaient nous dicter leur système. Alors, ce que je veux dire, c'est que Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta, ils ont un seul porte-parole en France. C'est l'UIPP. Il y a 47 adhérents. Quand Bayer et BASF, commercialement, se bataillent, ils sont prêts à tuer père et mère pour vendre leurs produits. Par contre, ils ont un seul lobby, très puissant, et un seul porte-parole. Et c'est d'une efficacité redoutable. Et que si nous, citoyens, on était capables de casser, on s'en fout si tu crois en Dieu ou si tu ne crois pas, on s'en fout si tu es de la CGT, si tu es... C'est pas grave, de toute façon, on va tous crever si on les laisse faire. Donc, à un moment donné, je crois que ça viendra de là, d'arriver d'apprendre à s'écouter les uns les autres. Moi, je vais vous dire que les écolos, alors c'est facile, dans les années 90, les faucheurs volontaires et tout ça, c'était pas les bienvenus sur ma ferme. Le jour où on a fait un selfie avec José Bové au Parlement européen, j'ai dit, si j'envoie ça à mon père, peut-être bien être déshérité. Et mon père m'a répondu, bah non, tu as tout compris. À un moment donné, si vous n'arrivez pas à vous parler, à vous écouter, vous n'avancerez pas.
Et c'est comme ça, à mon avis, que ça bougera. Ça viendra de nous, hein. Pas des politiques, on est bien là. Vous avez été élus, mais je ne crois en rien. Les 3 derniers mois de mon mandat de président de l'association, je l'ai passé jour et nuit entre le Sénat, l'Assemblée nationale, les ministères et l'Élysée pour faire voter un fonds d'indemnisation pour les victimes des pesticides. Quand ça a été signé, j'ai démissionné et j'ai dit je démissionne de mes mandats locaux et jamais je ferai de la politique. Je suis désolé de dire ça, parce que si on ne fout pas un grand coup de pied, nous citoyens, dans ce système de politique tel qu'il est aujourd'hui, qu'on ne repense pas à un autre modèle où on sera écouté, comme vous l'avez dit, on est perdu. Donc c'est nous, citoyens, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais moi c'est ce que j'avais envie de vous dire avec mon cœur. Merci. Léonore, je ne sais pas si tu souhaites réagir ou Brigitte. On va... un peu le même constat, en fait, au niveau national, au niveau européen, on a bien du mal à faire bouger les choses. C'est clair, tu l'as rappelé, sur la corrida, on est devant un déni de démocratie. On l'était aussi au moment d'Egalim sur un certain nombre de choses qui étaient portées et qui remportent des scores absolument fous sur la question de l'élevage intensif, donc les élevages qui ne laissent pas d'accès à l'extérieur aux animaux. Quand on interroge les gens, c'est 90% des gens qui disent on est contre l'élevage intensif. Alors être contre l'élevage intensif, ça veut dire aussi manger moins de viande, moins de produits laitiers, etc. Et là, quand on interroge les gens, il y a quand même 65% des gens qui sont d'accord avec des politiques publiques qui amènent à réduire de 50% la consommation en 5 ans. C'est quand même juste extraordinaire. Donc il y a un boulevard normalement politique pour pouvoir aller sur des solutions très concrètes, des mesures hyper concrètes. Alors, je vais être un petit peu plus nuancée, moi, sur la question politique. Pas que j'ai peur que ma voisine me frappe, mais tout de même, les élus... bien, rassurez-vous, sentez-vous libre. Les élus locaux, pour une bonne part, font des actions qui sont déterminantes. Locaux, on est bien d'accord. Mais justement, il faut distinguer, parce qu'au niveau des élus locaux aujourd'hui, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans la commande publique, notamment, il y a des choses à faire. Sur les questions, nous, qu'on regarde le plus attentivement, sur la question de l'élevage intensif, effectivement, dans les marchés publics, il y a aujourd'hui des communes qui ont mis dans leur cahier des charges le fait d'exclure les produits issus de l'élevage intensif. Dans les communes, il y en a plusieurs qui ont mis le fait d'avoir davantage de fréquences de repas végétariens ou les options quotidiennes végétariennes. Et ça, c'est par rapport à il y a quelques années en arrière, c'est un vrai changement. Donc avec L214, on a produit la charte Une ville pour les animaux, dont la ville de Poitiers est signataire, et pas mal d'autres que vous pouvez retrouver sur Politique Animaux. Et justement, nous, on veut redonner aussi le pouvoir aux citoyennes et aux citoyens. Notre site Politique Animaux, il y a de l'information. Comment se situent nos élus par rapport à l'action sur la question animale. Et il y a les outils d'interpellation. Vous voulez les appeler, vous voulez leur écrire par mail, par courrier. Il y a tout ce qu'il vous faut pour pouvoir les interpeller sur les questions qui vous intéressent. Et la sanction des urnes, il faudrait qu'on réussisse à la faire. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie difficulté avec nos élus nationaux, avec une majorité qui ne sont absolument pas à l'écoute des gens qui les ont élus. Et un problème aussi du désengagement politique des citoyens qui ne votent pas forcément non plus beaucoup à ces dernières élections. Si vous le voulez bien, je propose qu'on s'arrête là et qu'on remercie nos intervenants. Oui, bien sûr. Vas-y. J'étais censé ne pas donner le montant ce soir. Maintenant, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je vous demanderai un tout petit peu de discrétion. On va l'annoncer publiquement dans quelques jours, mais on veut marquer le coup. Moi, j'avais décidé, en accord avec mes 2 filles, on va marquer le coup. On a 2 médias, on va négocier ça dans les 3 jours qui viennent pour que ça fasse le plus de bruit possible. Parce que le but, c'est pas de savoir... Et tout, moi, je m'en fous. J'ai dit, si on continue la bataille, si Monsanto qui va faire appel et qu'on continue, c'est pour que c'est un sens pour nous tous. Donc, je vous demanderai un petit peu de discrétion, puisqu'il nous manque un élément qu'on n'a pas reçu de la
c'est inadmissible, hein, parce que le délibéré remonte à 10 jours, donc 2 semaines maintenant. Il nous manque une feuille qu'on n'a pas pu recevoir. Donc avant vraiment de communiquer, alors si la feuille c'était pour dire on met 2 zéros au plus, mais vaut mieux en sourire, c'est pas ça. Et puis, j'espère que vous avez compris que quand je disais la somme, on se moque de vous, quoi. Hein, c'est pas le montant par. Voilà, c'est quand même. Moi, j'entendais des fois des gens qui me disaient au moins tu paieras un beau voyage à ta femme. Voilà, bon, peu importe, mais on veut marquer le coup, donc je vous demanderai un petit peu de discrétion sur les réseaux. Vous pourrez vous lâcher dans quelques jours. Mais ce que François m'avait dit, Paul, lâchez pas le montant ce soir. Puis c'était plus fort que moi, je suis tellement énervé. Donc je compte sur vous. Et puis, on m'a demandé d'emmener des livres. Je veux bien vous en dédicacer avant de partir. Si vous voulez, c'est avec plaisir. Merci beaucoup, merci à vous. Et je vais laisser le mot de la fin au Festival du livre et de la presse écologique qui fête ses 20 ans. Oui, merci, ça, hein? merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je voudrais lancer donc une invitation à poursuivre justement les réflexions et arriver à des actions aussi, parce que les deux s'articulent. Merci à vous, les invités ce soir. Donc, le Felipe, de son petit nom, pour Festival du livre et de la presse d'écologie, se tient, on va dire, dès ce soir, mais surtout dès demain et dimanche aussi, à Grande Contrôle, dans le 12e, juste à côté de la gare de Lyon. C'est un festival donc, qui fête ses 20 ans, autour du thème « Quelles écologies pour demain ?», avec un pluriel. Et on a vu que le pluriel, le collectif, c'était très important et nous y tenons beaucoup. Donc je vous invite vivement à venir nous suivre et à venir participer dès demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup et profitez de l'exposition et puis à tout bientôt. Merci pour votre écoute. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou, encore mieux, venir échanger avec nous à la Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.